Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans les actualités de ce jour. Bonjour Noah. Eh bien bonjour Arthur. Présentation des titres du moment. Pour commencer, nous parlerons de Chantilly et son lycée croisé. Nous poursuivrons sur Cécifoot, puis de la nouvelle génération vs l'ancienne génération. Pour terminer, nous irons à la découverte d'un métier peu connu, chapelier. Pour commencer ce journal, nous allons nous focaliser sur la ville de Chantilly. Elle est principalement connue pour son château et ses courses typiques. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plus petit lycée de l'Oise, le lycée Croisé. Je vous laisse découvrir le documentaire de Pierre, Hugo, Nolan et Clément. Notre lycée est un lieu atypique, nous sommes une centaine d'élèves, du bac pro au BTS, pas de couloir ni d'escalier, des classes tournées vers l'extérieur, pas de surveillant non plus, juste un directeur, un CPE et des professeurs au plus proche de nous. C'est aussi le plus petit lycée de l'Oise, depuis maintenant 85 ans, et le premier lycée de Chantilly. Nous ne sommes là que depuis quelques mois, mais nous sentons que ce lieu n'est pas comme les autres. Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui le caractérise? Pas d'archives, pas de photos, mais un récit précieux. Nous avons rencontré le fils des fondateurs du lycée Croisé. Alors, je suis Jean-Émile Croiset et je suis le troisième des trois enfants et le plus jeune des fondateurs du lycée Croiset, qui était monsieur Émile Croiset, c'est pour ça que je m'appelle Jean-Émile, et madame Madeleine Croiset, qui étaient tous les deux fondateurs du lycée en 1938. Il nous raconte la naissance du lycée lorsque ses parents n'avaient que 24 et 25 ans dans cette jolie maison familiale. Il nous raconte le déménagement, ses belles années, ses galères, mais surtout cet esprit d'entraide, de cohésion, une communauté scolaire unie et investie. Il nous raconte son père, homme déterminé pour le cours commercial Croisé Chantilly, allant jusqu'à demander du soutien au président des États-Unis. Il nous raconte le potager qui permettait l'autonomie alimentaire de l'internat des filles, les lits, tables et chaises fabriqués en partie sur place. La participation de chacun au bon fonctionnement des lieux. Il nous raconte cette communauté soudée, cet état d'esprit d'entraide et d'engagement de chacun pour la réussite de tous. Il nous raconte ses parents qui étaient surnommés Pacassé et Macassé par leurs élèves. Il nous raconte le décès prématuré de son père, sa mère courage, seule, mais toujours aussi déterminée dans ce beau projet, l'œuvre d'une vie entière. Il nous raconte ses souvenirs d'enfants, les kermesses, les fêtes, les articles dans le journal, mais aussi les corvées, les travaux, tout le temps et l'énergie investie. Il nous raconte la discipline, ferme, intransigeante, mais surtout bienveillante, les valeurs acquises. Donc il y avait une forme d'entraide. Et ça me revenait effectivement tout à l'heure que dans la période où effectivement mes deux parents étaient là, donc les élèves les appelaient Pacasé et Macasé. Bon, alors je ne sais plus quelle est l'origine de ça, mais on sent qu'il y avait un sens de la famille et d'une communauté très très rapprochée, hein, puisque les élèves voyaient un peu les parents comme mes parents un peu comme des relais de leurs parents. Bon. Ce que les parents des élèves en question aimaient bien d'ailleurs, hein, parce qu'en plus, chaque élève était suivi individuellement, ils étaient très bien connus, ils étaient châtiés quand il le fallait, et à l'époque c'était assez rigide, mais en même temps chaleureux. Donc, bon, quand il y avait des bêtises de fait, ça se payait cher quand même. Hein. Bon. Mais quand il y avait des choses bien qui étaient faites, c'était bien récompensé, et en général récompensé de façon commune, tous ensemble, et puis toujours avec l'idée de progresser et de faire des choses bien ensemble, et d'améliorer l'école aussi, d'améliorer les choses. Merci Monsieur Croiset. Grâce à vous, nous savons désormais, et soyez-en sûrs, nous continuerons à écrire cette belle histoire. Parlons peu, parlons foot. Précis-sur-Oise, champion de France 2022. Nous nous sommes intéressés à cette discipline qui, depuis quelques années, prend de l'ampleur. Et qui de mieux que les champions de 2022 pour nous parler de Cécifoot. Nous vous laissons apprécier ce reportage de Elias, Romain, Mathéo et Alessandro. Le cécifoot est un sport pratiqué par les malvoyants. Nous nous sommes intéressés à cette discipline et qui de mieux pour nous en parler qu'un athlète de haut niveau. Nous avons donc été à la rencontre de Fabrice Morgado, fondateur de l'association de Précis-sur-Oise. Il nous a donc permis d'assister à un entraînement et de tester ce sport passionnant. Bonjour, vous êtes Fabrice Morgado, fondateur et manager du club de Cécifoot de Précis-sur-Oise. Donc déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le Cécifoot ?
Bonjour, eh bien oui, comme tu as dit, voilà, je m'appelle Fabrice, je suis athlète au sein du club. Le Cécifoot, en réalité, c'est l'adaptation du football donc, pour les déficients visuels. D'accord. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour nous de pratiquer du foot, mais de manière adaptée, donc que ce soit pour les très malvoyants et les non-voyants, avec simplement quelques adaptations. Le ballon qui est sonore, un terrain qui est de dimension type handball, avec des guides qui sont situés juste derrière les cages, D'accord. et puis une communication excuse-moi, entre nous qui est très spécifique, qui nous permet en fait de se mouvoir et de se déplacer sur le terrain presque comme des valides. D'accord. Et donc vous parliez d'effet sonore. Pour la balle, c'est à l'aide de quoi? L'effet sonore qui est produit par la balle? Oui. En fait, à l'intérieur du ballon, il y a des petits gros lots qui D'accord. sont dans des petites plaques en fer qui permettent de créer des impacts et qui fait qu'on localise en permanence le ballon parce que ça fait un petit bruit. Un petit bruit et tant que le ballon est en mouvement, on entend la balle. D'accord. Et quelles sont par exemple les différences qu'on peut avoir entre un match de cécifoot et un match de foot? Tout simplement. Alors la différence, il y en a plusieurs. D'abord sur l'aspect technique, un joueur de cécifoot, il n'a pas la même manière de conduire le ballon qu'un joueur de football. C'est-à-dire que nous, on conduit la balle avec le ballon en permanence collé au pied, parce qu'on privilégie le sens du toucher. Un voyant, lui, il la pousse et puis il court derrière, entre guillemets, alors que nous, elle est en permanence collée au pied. On appelle ça la technique brésilienne. Donc ça, c'est la première différence. L'autre différence, c'est que, eh bien, évidemment, on ne voit pas, donc on est tous sous bandeau, d'accord, D'accord. donc patché. Et donc, dans le cadre de cette cécité, en fait, forcément, la communication et l'écoute, elle est importante. C'est notre sens principal. Donc, entre coéquipiers, on communique beaucoup. D'accord. Entre adversaires aussi, il y a une signalétique particulière, le mot voy, qui nous permet de créer le duel. C'est-à-dire que si moi je porte le ballon et que je veux aller marquer un but, le défenseur il est obligé de dire le mot voy pour que je puisse soit le dribbler, soit qu'il puisse me prendre la balle. S'il ne dit pas le mot voy, l'arbitre siffle contre lui et donc du coup il y a faute. Donc dans cette particularité aussi là du cécifoot, les dimensions c'est type handball. Donc c'est pas du football, c'est pas l'adaptation du foot à 11, c'est l'adaptation du futsal, mais on joue en extérieur parce que très simplement pour éviter l'écho qui est à l'intérieur. Oui, Donc comme d'accord. l'écoute pour nous c'est important, c'est les caractéristiques je pense les plus importantes, avec aussi le guide qui est situé derrière les cages et si vous l'avez remarqué tout à l'heure, le gardien de but qui lui est voyant par contre, c'est le seul valide dans le jeu. Et donc du coup, c'est vous qui avez créé ce club de Précy-sur-Oise, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il a été fondé en quelle année? Le club a été fondé exactement le 17 février 2018. D'accord. Et du coup, comment vous avez fait pour regrouper les joueurs de l'équipe, quoi? En fait, la création du club part d'une intention de ma part. Et d'abord parce que ça faisait déjà plus de 8 ans que j'étais athlète à Paris. Et j'ai voulu, en fait, on va dire, importer mes connaissances ici dans l'Oise et les apporter aux jeunes déficients visuels ici du secteur et aussi aux adultes puisqu'il n'y avait pas d'activité vraiment spécifique qui était développée dans le département. Et d'ailleurs le territoire est très carencé dans ce domaine-là, mais sur l'ensemble du territoire national, là je parle. Et donc en fait la volonté c'était vraiment d'apporter cette discipline et de montrer aux jeunes que plein de choses étaient possibles et que la pratique du sport, oui c'est possible, mais même au-delà de ça, c'est de montrer que on peut avoir une vie un petit peu comme tout le monde. Quel palmarès avez-vous et à quel niveau vous jouez actuellement? Alors au niveau de mon palmarès, donc j'ai été plusieurs fois champion de France, j'ai gagné aussi une fois la Coupe de France. Je suis champion de France aussi ici avec mon club de Précy tout récemment. Et puis donc j'ai participé à 5 championnats d'Europe, 2 Coupes du Monde. Je suis 2 fois vice-champion d'Europe et tout récemment aussi champion d'Europe 2022 qu'on a obtenu en Italie l'année dernière. Quelle ambition visez-vous pour les JO 2024?
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'engagement vers les Jeux de Paris 2024, c'est tout un parcours. Et le but, c'est d'être prêt, on va dire, le plus affûté, puis le plus préparé possible, que ce soit au niveau mental, physique, technique. Donc tout ça, c'est des paramètres à travailler dès aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un groupe France, donc il y a une concurrence, parce que l'idée, c'est de montrer la meilleure image de l'équipe de France des CSI Foot, donc sous le Champ de Mars, sous la Tour Eiffel au Champ de Mars. Et pour ça, c'est de travailler pour performer le plus possible. Et dans l'idée, il me semble qu'on vise au moins le podium, mais peut-être qu'avec le temps, et on verra, entre-temps il y a la Coupe du Monde au mois d'août, peut-être qu'on essaiera de viser la médaille d'or, on verra. Comment devenir un joueur de CSI Foot et faut-il une tranche d'âge? On peut, en compétition officielle, il faut avoir plus de 16 ans pour commencer les compétitions nationales avec notre fédération. Par contre, le CSI Foot, on peut commencer le CSI Foot dès 4 ans. D'ailleurs, vous pourrez poser la question à Jordan, notre éducateur sportif. Dès 4 ans, c'est comme le foot valide en fait, sauf que chez nous, comme il n'y a pas de compétition développée pour les jeunes, on en pratique en loisir. Le CSI Foot, c'est la discipline la plus complète pour un déficient visuel et aussi la plus complexe. Pouvez-vous nous présenter les Sentinelles du Rail, s'il vous plaît? Les Sentinelles du Rail, en fait, donc c'est mon entreprise. Donc en fait, on est prestataire donc de la SNCF. Donc j'ai la chance, moi, grâce aux Sentinelles du Rail, donc d'être mécéné et d'être mis à disposition au sein de mon club jusqu'à Paris 2024. Dans l'idée, en fait, c'est de me mettre à disposition pour continuer à manager donc le club et à me mettre dans les meilleures conditions, justement, en tant qu'athlète pour Paris 2024. Et c'est pour ça que ce matin, je m'entraînais, c'est pour ça que hier, on avait l'entraînement collectif. Et puis la semaine prochaine, on a une compétition, on a un stage. Donc c'est de pouvoir me mettre dans les meilleures conditions avec mes coéquipiers pour m'investir au sein de mon club et aller jusque Paris 2024. Peut-on faire un essai? Bien sûr, on va vous mettre en situation, avec plaisir. Merci. Fabrice nous a donc laissé tester ce sport et nous avons réalisé la difficulté de jouer sans la vision. Sincèrement, le talent de ces joueurs force le respect. En tout cas, nous leur souhaitons de remporter de nombreuses coupes et bien sûr les JO 2024. Depuis des années, l'ancienne génération est toujours critique envers la nouvelle. La génération précédente n'hésite pas à dire ce qu'elle pense envers la jeunesse actuelle. Nous nous sommes intéressés à ce conflit intergénérationnel en réalisant un micro-trottoir auprès des habitants de Chantilly. Un reportage de Ludivine, Timéo et Shona. Depuis des années, voire des siècles, la jeune génération est toujours critiquée par l'ancienne. Aujourd'hui encore, la question se pose. Nous nous sommes interrogés sur les raisons de ce conflit en allant à la rencontre des seigneurs de notre ville. Nous nous sommes rendus compte que même avant Jésus-Christ, les jeunes étaient toujours critiqués par la génération précédente. Vous pensez que ces critiques sont dues à quoi? Aux effets de génération, justement, je pense. On n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes générations, donc je pense que nous on voit ça différemment et peut-être pas toujours dans le bon sens, mais moi je trouve que c'est les générations par génération. C'est sûr que les anciens avec les jeunes, ça fait pas bon ménage, mais enfin bon, il n'y a pas tous des mauvais dans les jeunes non plus, hein, faut pas mettre tout dans le même sac. Hein. C'est tout simplement l'éducation par elle-même. Hein. De notre temps, il y avait la discipline, hein. Maintenant il n'y a plus rien. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, je trouve que c'est générationnel. C'est à chaque fois comme ça. Tu as demandé à tes parents, ils trouvent que tu n'es pas une bonne génération, puis tes grands-parents, ils vont en trouver autant. C'est peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'ils font peut-être pas assez attention à leur entourage, ou ils vivent dans leur monde. Mais quand on était jeune, on était pareil aussi, mais les anciens ont tendance peut-être à oublier. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle? Qu'elle n'est pas plus mauvaise que les autres. J'ai des petits-enfants de ton âge. Ils ne sont pas meilleurs. Oh, des fois, ils ont des réflexions qui nous dépassent. Hein.
Bon. Mais alors, au-dessus, C'est la là, génération Internet quand même, c'est pas du tout la même. hein. Bah, ils sont peut-être moins insouciants que nous à notre époque. Je sais pas, ils pensent peut-être plus à leur avenir. Maintenant, ça dépend aussi des jeunes, hein. Alors justement, c'est ce que je disais, ça dépend aussi des villes, déjà, des familles, des coutumes de certains, des coutumes de l'autre. Ça fait 3 jours que j'habite Chantilly, j'habite Écreil, je ne sais pas si vous connaissez. C'est tout à fait une autre génération, c'est pas la même population et moi je serais plus critique sur Creil que Chantilly. Il y en a beaucoup qui se défoulent, il y en a beaucoup qui font des crimes, ils font un tas de trucs comme ça. Bon, j'espère que ceux qui disjonctent, ils vont arrêter de disjoncter, quoi. Voilà. Lorsque vous étiez jeune, est-ce que vous aussi vous étiez critiqué? Ah ben non, j'ai pas souvenir. J'ai pas souvenir de ça, en fait. Non. Je serais plus critique maintenant qu'avant. Bah oui, mais lui, il était beau étant jeune, donc il pouvait draguer toutes les filles. Critiquer, non. Non, critiquer, je ne pense pas parce qu'on était indépendants carrément. Alors, et nous, on était complètement indépendants, on n'avait besoin de personne et c'est terminé. C'est tout. Vous auriez des idées pour aider les jeunes et les seniors à communiquer? Oh, je dirais pas ça, parce que les jeunes et les anciens, je pense que ça passe. Pas dans les familles, après, dans d'autres milieux, peut-être pas. Mais effectivement, je pense que les jeunes doivent écouter les anciens, comme ça s'est toujours fait. Se rencontrer, peut-être des associations, et que les jeunes viennent et les personnages plus âgés viennent et discuter, c'est intéressant. C'est très intéressant de savoir, parce qu'eux, ils les pensent déjà, et puis que les personnes âgées peuvent leur apporter aussi, parce qu'ils ne connaissent pas tout non plus. On a vécu quand même avant, même si je ne suis pas vraiment vieille, mais moi qui ai travaillé en maison de retraite, j'adorais discuter avec les personnes qui étaient vraiment très âgées, nous apprendre certaines choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est autre que de lire sur les journaux, c'est mieux de parler avec eux en fait. Avez-vous un conseil à donner à la jeunesse actuelle? Il faut s'investir. Il faut s'investir, surtout dans le travail. Je pense que les jeunes aujourd'hui ne pensent plus assez au travail, alors que bon, c'est quand même très important. Puis aussi à communiquer. Moi, je vois les jeunes qui arrivaient dans le milieu du travail, ils pensaient qu'à eux. Ils ne pensaient pas communiquer avec les anciens ou avec leur entourage. Ils vivent un peu trop dans leur monde, qui est souvent virtuel. Réagir. Comment? J'en sais rien, je ne sais pas. Non, pas spécialement, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils lâchent pas, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils ne soient pas là à rien faire, quoi. Il y a plein de possibilités pour les jeunes. Et il y en a qui ne le prennent pas, ils le font pas. Ils préfèrent rester sur leurs acquis que de... Enfin, moi, c'est ce que je reproche un peu, en fait. Il y en a qui ne cherchent pas. Pour conclure, et d'après notre enquête, ce conflit ne finira jamais. Et notre génération ne sera certainement pas tendre avec la suivante. Pour la fin de ce journal, nous avons consacré notre rubrique portrait à une personne qui est CPE la journée au lycée Croisé, et lorsqu'il fait tomber son costume, il devient chapelier. Notre équipe est allée à sa rencontre afin d'en apprendre plus sur cette passion. Nous vous laissons découvrir le portrait de Pierre, le chapelier, de Hawa, Nina et Imen. Bonjour, je m'appelle Pierre Huvet et je suis chapelier. Pouvez-vous nous expliquer le métier de chapelier? Alors, le métier de chapelier, c'est un très vieux métier qui n'existe quasiment plus, qui consiste dans la fabrication de chapeaux, comme son nom l'indique. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, j'ai pas vraiment choisi ce métier en réalité. J'ai seulement un jour voulu faire des chapeaux. Et puis, en faisant encore et encore et encore, eh bien, c'est devenu un hobby, une passion et puis un métier. Quelles sont les différentes matières utilisées et les moules? Alors, il y a tout un tas de matières pour faire des chapeaux. Moi, je travaille principalement avec ce qu'on appelle du feutre de fourrure. Donc ça se présente sous cette forme-là. Ça ressemble déjà presque à un chapeau. Et ensuite, avec beaucoup de vapeur, on vient le mettre sur un moule, justement. Donc traditionnellement, un moule en bois. Une fois que c'est fait, ça ressemble à peu près à ça. Et on a quasiment un chapeau.
Je viens ensuite avec différents outils. Un outil très notable, c'est celui-ci. C'est un rounding jack, un brim cutter. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français pour le nom. Et on vient en fait couper les bords à la bonne taille et on a quasiment un chapeau qui est presque fini. Ensuite, on vient rajouter une bande en cuir et peut-être un petit ruban et on vient le former et on a un chapeau. Quelle est l'étape la plus importante dans la confection du chapeau? Alors c'est difficile de parler d'étape la plus importante parce que fondamentalement, il y a peu d'étapes, mais elles sont toutes importantes. Mais je pense que la première étape, c'est de mettre le feutre sur le fameux bloc en bois. Et ça, c'est le plus important parce que si on fait mal, il va y avoir toute une série d'erreurs qui vont se révéler au fur et à mesure de la conception du chapeau. Donc c'est peut-être l'étape où il faut faire le plus attention. Et paradoxalement, c'est aussi l'étape la plus brutale parce qu'on va vraiment en force avec la vapeur sur le bloc en bois pour bien que le feutre prenne la forme du bloc. Est-ce que cette pratique est respectueuse de l'environnement? Alors, cette pratique est respectueuse de l'environnement parce qu'on est sur des circuits qui sont très courts et on est également sur des produits qui vont durer longtemps dans le temps. Donc l'idée, c'est qu'on en achète un qu'on va transmettre. On peut se poser une question sur l'utilisation du feutre de fourrure animale, sur le côté éthique de la chose, mais moi je travaille uniquement avec des entreprises qui récupèrent les fourrures des animaux élevés pour l'industrie agroalimentaire. Donc je suis dans une démarche un petit peu pas de gâchis, si je puis dire. Donc écologiquement, je pense que je suis pas trop mal. En quoi les nouvelles technologies vous servent-elles? Alors, les nouvelles technologies sont essentielles, déjà parce que je trouve ça passionnant, mais surtout parce qu'on est sur un très vieux métier, un métier qui n'existe quasiment plus. Donc, trouver les outils aujourd'hui, c'est très difficile. Trouver les gens qui fabriquent les outils, c'est encore plus difficile. Donc, j'ai dû m'obliger à m'apprendre la sculpture en 3D et l'utilisation d'imprimantes 3D pour me fabriquer mon propre matériel. Par exemple, on a cet outil, donc le fameux rounding jack, j'en ai qu'un seul, en bois, ça coûte extrêmement cher. Eh bien, j'en ai imprimé 2 ou 3 déjà en 3D, au cas où. Comme ça, si je le casse, ben, j'ai pas besoin d'attendre un mois, enfin même plus qu'un mois, voire même quasiment 3-4 mois avant que ce soit fabriqué. Et comme ça, c'est essentiel pour fabriquer un chapeau, et que tous mes outils sont essentiels pour la fabrication des chapeaux. En général, je les ai tous clonés avec notamment l'impression 3D. Est-ce que le métier a évolué? Je pense que le métier n'a pas beaucoup évolué parce que c'est des choses qui sont très basiques. On parle de former avec de la vapeur sur des pièces en bois ou en plastique, peu importe. Finalement, ce sont plutôt les matériaux qui ont évolué, mais les techniques restent les mêmes. Parce qu'on est sur de la fabrication à la main, de A à Z, et pas sur de la fabrication industrielle. Les seules choses qui ont évolué, c'est la rapidité et la puissance de la machine à coudre, et la puissance du fer à repasser, par exemple. Mais c'est tout. D'après vous, ce métier va-t-il durer dans le temps ou disparaître? Alors, je ne sais pas si ce métier va durer dans le temps, mais à un moment donné de sa vie, toute personne aura besoin d'un chapeau. Et ne serait-ce que pour le cinéma ou pour aller à un mariage, un enterrement ou à une soirée. Donc, je pense qu'il y aura de moins en moins de chapeliers, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours parce que ça reste un accessoire d'une grande élégance, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et je pense qu'on tend vers plus de petits chapeliers et moins de grandes industries chapelières. C'est-à-dire je pense qu'il y aura plus de gens comme moi que de grandes industries qui fabriqueront des centaines et des centaines et des centaines de chapeaux par jour. Un grand merci à Pierre de nous avoir ouvert les portes de son atelier et d'avoir détaillé les étapes de fabrication de ces magnifiques chapeaux que nous avons pris plaisir à essayer. Sur TF1, la météo d'Elvin Delia avant Nicolas Canteloup, puis votre série SWAT. Demain à 13h, le journal de Delphine Lacaro et à 20h, le JT du soir. Bonne soirée à tous. Et à demain.